Loïc Néou, bonjour. Nous allons parler de l'édition, alors de l'édition, du monde de l'édition, que ce soit dans le cadre très spécialisé que vous connaissez très bien de l'édition de bande dessinée ou plus généralement de l'édition d'ouvrages littéraires. Euh, alors j'ai envie de vous demander comment va le monde de l'édition et s'il ne va pas bien, parce que je suppose que c'est plutôt dans cette direction-là qu'on va aller, comment est-il tombé malade et de quoi est-il malade? Déjà, il prétend qu'il va très bien. Donc, c'est un malade qui s'ignore totalement, mais en effet, il va pas bien du tout. On peut même dire que il est dans un état de cancer avancé avec métastase, mais bon, le patient fait comme si de rien n'était. Alors, c'est horrible ce que vous dites, mais pour qu'il s'ignore à ce point-là, et pour qu'on soit autour, qu'il y ait suffisamment de monde autour pour dire que tout va bien, c'est que cette maladie, et puis après on quittera la métaphore, ça sert à quelqu'un. Pourquoi et comment un univers professionnel qui marche plus sur ses deux pattes aurait intérêt à se sentir bien alors qu'il ne se sent pas bien? Sans doute parce que ça intéresse encore un certain nombre de gens. On peut utiliser l'image aussi de la crise des subprimes, où tout le monde s'emballait. Et donc là, c'est exactement la même chose. Il y a un emballement général, une sorte de cavalcade, hein, à la production de livres, pour cacher qu'effectivement, il y a un gros problème. Mais tant que tout ça est recouvert par une production pléthore de bouquins, on fait semblant qu'on n'a rien vu. Alors, alors justement, la question, elle serait, j'aime bien l'image, enfin en tout cas l'analogie avec les subprimes, parce que bah, c'est une dérive spéculative, hein. Vous auriez pu parler des tulipes en Hollande il y a quelques siècles. Donc, on produit énormément, on vend énormément, mais plus de la même façon, plus sur les mêmes bases. Et ça cache le moment ultime d'une explosion de cette bulle spéculative ou de ce système commercial qui marche sur la tête. Euh, donc on peut attendre, il faut s'attendre et il faut, alors, peut-être faut-il espérer une explosion de ce système de l'édition, en sachant que ça va faire du dégât quand même. Et est-ce qu'on peut espérer de l'explosion de l'abcès que le malade guérisse? Mais effectivement, ça peut plus durer comme ça. Peut-être il faut préciser effectivement dans quelle mesure on est arrivé à une sorte de gonflement d'une bulle. C'est On prend il y a 20 ans. On va prendre un exemple, on va prendre l'édition de bande dessinée. Il y avait 500 nouveautés par an. Maintenant, il y en a 5000. Les lecteurs ont été multipliés par 2 uniquement, ce qui fait que chaque livre se vend à peu près 5 fois moins qu'avant. Donc ils sont obligés d'en produire beaucoup, beaucoup plus pour compenser les faibles tirages. Donc on augmente le nombre de titres. Donc ça fait que tous ces livres se trouvent à s'encombrer dans les rayons des librairies, qu'ils y restent 3 semaines, et qu'après, ils vont se faire pilonner, parfois à plus de la moitié, voire à 75%. Donc c'est un fonctionnement assez déraisonnable où finalement, pour compenser les retours des libraires, les éditeurs sont amenés à produire toujours plus de livres s'ils ne veulent pas que leur chiffre d'affaires soit en baisse. Mais alors, ça veut dire que produire énormément de livres pour compenser le fait que chaque livre se vend à l'unité de façon moins importante qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, il faut quand même des producteurs, il faut quand même des esprits, des mains, des personnes qui dessinent, des personnes qui imaginent des scénarios, des dialoguistes, etc. Donc il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dans ce milieu-là, mais qui en vivent moins bien alors. Parce que si c'est pour avoir le même chiffre d'affaires global, mais avec beaucoup plus d'ouvrages, comme les ouvrages sont quand même faits par des personnes ben, qui doivent travailler beaucoup pour produire l'ouvrage, forcément, ils doivent en avoir en être moins rétribués.
En ce qui concerne, on va prendre l'exemple de la bande dessinée. Il y a 20 ans, un auteur qui signait chez un éditeur était certain de devenir professionnel et de pouvoir en vivre. Ça voulait dire que, voilà, à partir du moment où il signait, c'est qu'il pourrait vivre et faire vivre sa famille. Maintenant, un grand nombre d'auteurs de bande dessinée ne peuvent plus en vivre. Ils sont RSA ou bien ils sont aidés par leur femme qui est enseignante ou je sais trop quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, fut un temps, tout ça était florissant. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs touchent 10% du prix d'un livre, et quand ils sont deux, ils touchent 5. Hein. Bon, ça veut dire que si on enlève la fabrication qui représente à peu près 20%, il y a 70% du prix d'un bouquin qui ne va pas à l'auteur. Il va à tout un tas d'intermédiaires qui sont parfois aux États-Unis l'agent, pas en France trop, mais aux États-Unis, l'éditeur, le diffuseur, le distributeur, le libraire. Voilà, tout ce joli monde se partage une certaine somme. Certains en prennent beaucoup. Mais bon, dans la mesure, c'est comme pour les téléphonies mobiles où ils se sont gavés avec des forfaits à 40 euros, puis maintenant, pour le même service, comme par hasard, on peut avoir 2 euros. Bon, il y a quand même 38 euros qui sont mis dans la poche pendant très longtemps. Donc là, dans l'édition, c'est pareil. Ils se sont gavés et les auteurs pouvaient quand même en vivre. Donc finalement, personne ne s'apercevait de rien. On ne s'apercevait pas des profits mirobolants que faisaient certains par rapport aux auteurs. Sauf que maintenant, profit mirobolant, il y a toujours, mais un peu moins, mais enfin bon. Sauf que les auteurs, de l'autre côté, eux, se retrouvent asséchés et ne peuvent plus en vivre. Et donc là, c'est là où on voit que le bas blesse. Et on voit maintenant, alors ça semble très curieux, des auteurs de BD défiler dans la rue avec des pancartes, ainsi que des auteurs de littérature au Salon du Livre disant la même chose. Mais, ce système-là de paupérisation des producteurs, alors on pourrait regarder ça avec de gros points d'interrogation et d'exclamation, et peut-être on peut y ajouter des points de suspension aussi, parce que on a tous été élevés dans notre éducation et dans l'école laïque et républicaine où on a tous traîné un peu nos guêtres, que on a appris non pas à aduler les éditeurs, les intermédiaires, mais on a appris à admirer Lamartine, Rimbaud, Victor Hugo, Goscinny, Uderzo, et pas les éditeurs. Hein. Dans les pages dans les encyclopédies et dans Wikipédia, elles sont plus fournies pour les auteurs que pour les éditeurs. Donc aujourd'hui, dire le système exploite à mort des auteurs qui en gros étaient déjà maltraités auparavant, mais moins parce qu'il y avait beaucoup plus d'argent qui rentrait par tête de pipe, j'ai envie de dire, par auteur, puisqu'il y avait moins de titres qui sortaient. Donc comme vous l'expliquiez tout à l'heure, il y avait la masse d'argent était répartie sur moins de titres, donc on pouvait mieux payer les auteurs. Aujourd'hui, c'est la même masse, mais répartie sur un beaucoup plus grand nombre. En revanche, vous semblez dire que les éditeurs, eux, n'ont pas réduit leur marge. C'est-à-dire qu'ils continuent à empocher le même niveau de profit. Simplement, ils ont réduit la masse d'argent à répartir entre le grand nombre d'auteurs. Donc, des manifestations, oui, une paupérisation, oui, mais jusqu'où ça peut aller, ce système-là? Parce que, est-ce qu'on peut espérer le même type de réaction qu'après la grève des scénaristes à Hollywood il y a quelques années, où effectivement on a pu voir relativement rapidement dans les 18 mois qui ont suivi ce mouvement assez incroyable vu de France, à quel point ça avait modifié un certain nombre de choses dans la construction scénaristique des produits hollywoodiens. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de cet ordre-là? Oui, encore. Alors, bon, les scénaristes, effectivement, et c'est étonnant que quelque chose se soit produit comme ça aux États-Unis. Bon, ils sont tous syndiqués, hein, donc il y avait un mouvement de masse. Ils sont groupés. Les auteurs de BD ne sont pas groupés du tout. C'est des électrons libres, des individus, et c'est bien pour ça, parce qu'ils sont ainsi constitués, qu'ils sont solitaires, et qu'ils font chacun, ou les écrivains, leur travail dans leur coin,
qu'on ne peut pas les fédérer, tout comme les chômeurs qui sont isolés et qui sont dans le désespoir, ils ne font pas de marche. Voilà, donc où cela peut-il mener à l'abandon d'un certain nombre d'auteurs qui ont déclaré, il n'y a pas très longtemps, j'arrête la bande dessinée, des auteurs connus, j'arrête la bande dessinée. Encore récemment, un auteur connu à 50 ans a dit, voilà, j'ai 50 ans, je peux plus faire vivre ma famille. En plus, si j'arrête, j'ai même pas de chômage, j'ai pas de retraite. Voilà, donc j'arrête. Donc les auteurs vont en arriver effectivement à arrêter. Alors, oui, mais alors, si les auteurs arrêtent, c'est un petit peu comme si on avait tué la poule aux œufs d'or, parce qu'il en faut des auteurs pour qu'il y ait un monde de l'édition. Donc s'il y a beaucoup d'auteurs qui arrêtent, on va réduire le nombre d'auteurs, et donc il y aura moins d'ouvrages, ou alors il faudra qu'ils produisent beaucoup plus, il faudra qu'ils sortent 4, 5, 6 albums par an pour... bon, c'est un système de fou, de folie. Ça s'arrête comment? Sérieusement, vous qui êtes dans ce milieu-là, qui le connaissez bien techniquement, qui le connaissez bien sociologiquement, vous voyez un peu qui sont les acteurs de ce mélodrame-là, ou en tout cas de cette tragicomédie, vous voyez le processus, alors raisonnablement, parce que je suppose que vous êtes affecté par cet environnement, mais au-delà de l'affect et de l'émotion, quand vous interrogez votre raison raisonnante, vous voyez le processus se réparer comment? Alors peut-être se fracasser contre un mur, mais après se réparer, se reconstituer comment? De quelle façon? Par exemple, effectivement, vous parliez sans auteur, il n'y aura pas il y aura pas de livre, effectivement, mais tout ce beau monde qui est autour du milieu d'édition là semble oublier effectivement qu'à la base il y a un auteur et que sans auteur, il n'y a pas cette fameuse chaîne du livre que tout le monde veut à tout prix sauver comme le soldat Ryan. Voilà, donc moi, quand je me suis mis à doubler les droits d'auteur pour les livres que je vendais sur Internet, puisque il y avait un certain nombre d'intermédiaires qui ne prenaient pas leur marge, c'était tout à fait possible, même si on rajoutait les prix du port, qui est quand même assez élevé. Mais on m'a dit, alors j'ai eu deux réactions. J'ai eu la réaction, c'est bon, c'est bien, de l'édition équitable, très bien, nanana. Et puis dans une autre, il met en péril la chaîne du livre. Alors ça me faisait quand même bien marrer que payer mieux les auteurs, qui sont à l'origine de l'existence de la chaîne du livre, mettent en péril cette chaîne du livre qui sans eux n'existerait pas. Voilà. Votre argument, je l'entends, mais il me faisait aussi un petit peu sourire parce qu'on on est là carrément sur un schéma de société. Et qui nous renvoie aux grandes heures des analyses marxistes de la fin du 19e. Ben, oui, c'est le fameux qui fait tourner l'usine. Est-ce que ce sont les capitaux du patron ou est-ce que ce sont les ouvriers qui produisent les canons de chez Krupp? Et donc effectivement, ramener aux dimensions infiniment plus pacifistes de la production de livres et de bandes dessinées, c'est une interrogation sur un système de société. Effectivement, vous dites, voilà, éditeurs, intermédiaires, en gros, d'affreux marchands veulent sauver la chaîne du livre parce que cette chaîne du livre, c'est pour eux le moyen de s'engraisser. Et vous renvoyez aux éléments naturels de la philosophie naturelle du système en disant, mais le livre, c'est d'abord un auteur qui s'adresse à un public et que la chose à préserver, c'est peut-être pas la question du confort, mais au moins la juste rétribution de celui qui fait œuvre et qui s'adresse avec générosité à un public potentiel. Après, c'est le public qui doit décider, en bonne démocratie, ben, on aime cet ouvrage ou on l'aime pas, on l'achète ou on l'achète pas. Et qu'en gros, tout ça doit créer une espèce de relation à peu près harmonieuse entre les efforts d'un auteur, ce qu'il a à donner, et comment ça peut être reçu, comment ça peut être accueilli et rétribué par l'effort d'achat du consommateur. C'est ce système-là qui, dans vos propos, semble être totalement perverti. C'est-à-dire, moi, j'aime un ouvrage, je paye 20 euros, et sur ces 20 euros, il y en a 3 qui vont à un auteur que j'aime,
mais j'ai pas une passion dévorante pour Monsieur Casterman ou Monsieur Delcourt. C'est pas eux que j'aime, c'est l'ouvrage que j'ai entre les mains. Ça m'embête d'avoir donné que 3 euros à l'auteur. Je préférerais aller sonner à la porte de l'auteur qui me donne un truc qu'il a passé sur son photocopieur et je lui donne les 20 euros à lui. Et en plus, ça ne sera pas 3, mais 2, voire 1. Mais enfin, oui, parce qu'à l'origine, effectivement, la littérature ou toute production comme ça, c'est un auteur qui s'adresse à un lecteur. Hein. Le chemin naturel, c'est de l'un à l'autre. Il n'y a pas très longtemps, hein, juste après, il y a environ 200 ans, parce que le métier d'éditeur, il est récent, hein, ça a moins de 200 ans, l'auteur écrivait un livre, il s'adressait à un imprimeur libraire qui le mettait en vente directement au lecteur. Donc il y avait un seul intermédiaire, et en plus celui qui produisait l'objet. Donc c'est pas tout à fait un intermédiaire, puisque c'est aussi une partie importante de l'existence du livre-objet, qui est constitué de la pensée de l'auteur, plus le papier physique qui va contenir la pensée de l'auteur. Et voilà, donc à l'origine, c'est comme ça. Alors, se sont glissés, donc au bout d'un moment, les choses se sont complexifiées. On a pensé que ça allait être plus pratique de diviser les choses et que chacun soit spécialiste d'une partie et tout ça. Mais là, on s'aperçoit que finalement, en rajoutant des couches d'intermédiaires, on finit par être très éloigné, que le lecteur soit très éloigné de l'auteur, et qu'il soit sidéré quand on lui dit, mais vous savez, un auteur touche moins de 10% sur le prix que vous payez de ce livre. Et là, le lecteur, il comprend plus du tout, quoi. Alors, donc, ce que vous décrivez là, effectivement, c'est un système. Mais un système, alors je ne veux pas forcément renvoyer toujours à des généralités, mais ça, vous décrivez un fonctionnement, un système d'organisation qui est très typique des 40 dernières années qu'on a passées. Hein. On professionnalise, on spécialise, on qualifie dans le sens, on met de la qualité sur l'ensemble des strates d'un système de production, de création, de diffusion, etc. Et pendant très longtemps, ce que vous êtes en train de dire en disant ouais, c'est là la source de tous les maux. On a expliqué dans le domaine de la production industrielle et dans plein d'autres domaines il y a 20 ans ou 30 ans que c'était le seul moyen de produire davantage, mieux, de façon plus professionnelle, avec des codifications qualitatives, etc. Et qu'il fallait un spécialiste des pastilles vertes et un spécialiste des pastilles rouges si on était un bon fabricant de pastilles. Bon, donc là, c'est... Quand je vous entends parler en disant tout ça c'est relativement récent, toute cette enflure autour d'un acte relativement pur et naturel de quelqu'un qui écrit et qui donne la feuille au lecteur, revenons à l'état de nature, hein, une espèce de maison d'édition rousseauiste où on reviendrait à l'état naturel. Ça se constituerait dans ce monde moderne. Mettons de côté la sacro-sainte chaîne du livre telle qu'elle est actuellement. Si on la revisite aujourd'hui, comment vous voyez dans un monde tel qu'il est, on n'est plus à l'état de nature, on est dans un état extrêmement sophistiqué, comment vous verriez ce retour à l'état naturel ? Comment vous pourriez imaginer la restauration de ce lien d'auteur avec son lectorat? Il n'y a pas que dans le livre qu'on se pose cette question, parce que la question des intermédiaires, elle se pose aussi dans la production alimentaire, et en particulier l'agriculture, où là, on se rend bien compte que quand le producteur de lait ou de légumes ne peut plus vivre de ce qu'il produit, il faut qu'il trouve un moyen de se débarrasser de tous les intermédiaires. Et donc, on arrive à des AMAP, on arrive à des circuits courts, des circuits qui ne fassent pas qu'on produit les légumes au Chili ou je ne sais pas où, et qu'on peut aussi les produire ici. Excusez-moi, je vous interromps, parce que le circuit court pour les mangas, ça va être compliqué pour nous ici. Hein. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a inventé
un objet assez pratique qui s'appelle Internet. Et Internet peut tout à fait mettre en relation absolument directe un auteur avec le lecteur. Donc il y a déjà des auteurs qui utilisent ce moyen pour communiquer et diffuser leur travail pardon, aux lecteurs, que ce soit, ils produisent, donc ils continuent d'écrire leurs livres, ils les publient sur Internet, ils vendent parfois un crédit de lecture à des auteurs qui auraient envie de les suivre, par exemple dans le cas d'un journal intime qui serait écrit. Et puis après, ils font fabriquer à l'unité ou à une dizaine d'unités par l'impression à la demande leur livre entier quand il est achevé, et ils l'envoient aux auteurs aux lecteurs désireux de les acquérir. Et donc l'auteur est directement en contact avec ses lecteurs, et il touche donc l'essentiel du prix de vente, moins la fabrication. Alors, vous parliez tout à l'heure des AMAP, des circuits courts, des circuits un petit peu de commerce actif et militant. Ce que vous venez de décrire, est-ce qu'il faut l'entendre comme étant une possibilité offerte par la technologie qui peut s'inscrire dans un programme ou dans un schéma de commerce vertueux? Parce que là, ce que vous venez de décrire, imparable. Je suis chez moi derrière mon écran, je fais mon œuvre, hein, ça peut être un livre de littérature ou de bande dessinée, et puis par un système relativement simple, je propose directement à des personnes qui peuvent dire, bah oui, ça m'intéresse, j'achète, je regarde gratuitement la première planche, ou je lis gratuitement la première page, je veux voir la suite et je paye pour. Voilà. Et donc, c'est très simple à concevoir, très simple à réaliser. Est-ce que pour vous, ça fait partie d'un schéma de commerce militant, réservé à quelques happy few dans des circuits parallèles, ou est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez imaginer comme étant le modèle dominant dans la décennie à venir? En disant, voilà, dans 10 ans, il n'y a plus d'éditeurs, il n'y a plus de maisons d'édition, il y a des auteurs et peut-être des programmes, peut-être des forums, peut-être des lieux de rencontre qui seront d'immenses librairies virtuelles où tous les auteurs viendront proposer et où tous les lecteurs pourront venir faire leur marché. On peut même imaginer avec un casque relief où on pourra se promener virtuellement dans la bibliothèque du Congrès, dans la librairie de nos rêves, et puis prendre un ouvrage, lire une page et acheter les 300 pages restantes si ça nous intéresse. C'est quelque chose dans votre esprit qui restera une espèce d'existence parallèle pour des indépendants militants comme on a pensé faire avec le commerce équitable il y a quelques années, ou est-ce que ça doit devenir une déferlante systémique qui entraînera la modification de tout le schéma? Il est important de toute manière que l'auteur reprenne la main. Parce que sinon, voilà. Donc, si l'auteur ne reprend pas la main pour se tourner directement vers le lecteur, et effectivement peut-être un petit peu salir les doigts avec de l'argent et puis de la fabrication, mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien quand on confie les bourses de notre porte-monnaie et de la gestion de notre patrimoine à quelqu'un, en général, il en abuse et on s'en aperçoit trop tard. C'est ce qui s'est produit. Donc après, il ne s'agit plus de demander gentiment à ce qu'on rende l'argent. En général, ça ne se produit pas comme ça. Et puis, de toute manière, les éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, je ne sais pas, il faut qu'ils regardent un peu autour d'eux, mais je ne sais pas s'ils sentent bien venir le vent du boulet. Il y en a deux qui s'appellent Google et Amazon. Ils sont tout à fait en mesure de prendre la place de ces 4 intermédiaires-là. Hein. Donc, ils se trouveront donc entre l'auteur et le lecteur, et eux proposeront d'imprimer les livres, de les envoyer, de faire ça. Donc, on peut aussi se satisfaire. Alors donc, si l'auteur ne fait pas ça tout seul, il y en a un intermédiaire qui va se charger d'anéantir les 4 autres. Donc,
à eux de voir, hein, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, donc derrière l'enfer des maisons d'édition ultra mercantiles, parce que vous êtes éditeur, donc bon, vous vous battez pas à la coulpe, parce que vous n'avez pas fonctionné comme ça avec vos auteurs, vous avez expliqué. Donc là, on vise vraiment les gros opérateurs, à la limite même transnationaux, les grands groupes d'édition qui effectivement sont pilotés non pas par des passionnés de littérature ou de bande dessinée, mais par des contrôleurs de gestion. Voilà, donc là, on est complètement ailleurs. Donc, on sortirait de l'enfer de l'édition telle qu'elle est constituée aujourd'hui pour être récupéré par l'enfer high-tech des Google et Amazon. Ou alors, il faut être dans la production, la diffusion, la fabrication et la commercialisation soi-même, quoi. C'est l'artisanat ou la mort. Non, parce que finalement, l'offre d'Amazon et de Google est peut-être pas si mauvaise que ça, hein, c'est qu'un intermédiaire. Après, on sait en plus qu'on peut s'en passer si on veut. Donc, si on s'en passe pas, c'est qu'on juge que ça nous épargne quelques tracas, quelques soucis, et que la marge qu'ils vont prendre, on est bien d'accord pour leur laisser, puisque nous, l'auteur pourra éventuellement avoir un tout petit peu plus de temps pour écrire ou dessiner. D'accord. Donc vous en voulez vraiment aux éditeurs, hein, parce que pour arriver à présenter Google et Amazon comme oh bah finalement non, bah ils sont sympas, c'est que vraiment vous en voulez aux éditeurs classiques. Bon, en tout cas c'est comme ça que je l'entends. Mais vous ajoutez quand même, et si jamais ils font pas bien le boulot, eh ben on a le droit de reprendre la main et puis à la limite on se débrouille tout seul. Euh, donc en gros, alors moi je suis un vieux crouton et je suis très attaché à la matière. Donc moi tout ce qui est, je lis pas de trucs sur écran, tout ça. Moi j'aime bien avoir un objet entre les mains, tourner les pages et sentir l'odeur de l'encre. Ça, bon, voilà. Et quoique l'odeur de l'encre, de moins en moins quand même. Euh, mais j'imagine donc, moi, en gros, si j'arrivais à faire des économies, j'achèterais des parts dans une société qui fabrique de très bonnes imprimantes, parce que moi, j'imagine là, pour le coup, voir sur un écran de magnifiques planches d'un auteur et avoir envie d'avoir le papier sous la main et de choisir moi-même mon propre papier et puis d'appuyer sur print et d'avoir chez moi une sortie papier d'un truc que j'aurais vu magnifiquement colorisé à l'écran. Donc voilà, est-ce que l'avenir, c'est la diffusion d'imprimantes de très haute qualité pour que ceux qui veulent avoir encore les ouvrages dans les mains et pas seulement regarder un écran puissent avoir des ouvrages, y compris de littérature, hein, se faire ses propres exemplaires de la Pléiade, quoi qu'il faut là une imprimante qui accepte du papier très fin. Oh, mais la technique est déjà au point. Il suffit d'aller au Salon du Livre ou ailleurs ou sur Internet et voir comment fonctionne effectivement ce type de machine. On lui fournit un fichier et en ressort un livre collé, massicoté, pelliculé même si on veut, gaufré même si on veut aussi. Enfin, il y a toutes les fioritures possibles. Donc ça existe déjà. Et puis donc on peut parler aussi de, alors c'est un peu éloigné, mais les imprimantes 3D, c'est pareil, hein. Bon, alors maintenant, quand on aura besoin d'une petite pièce pour notre portable, un bouton cassé, on trouvera le modèle sur Internet et puis on l'enverra au petit Copifac du coin qui sera maintenant une imprimante 3D et puis voilà. Et donc ça remet en cause effectivement tout le système de production industrielle où tout ça était pyramidal, où il fallait on avait concentré ça à certains endroits, il fallait du transport. La recherche de profit faisait que non seulement on ne l'avait pas mis à Valenciennes ou je sais pas où, mais maintenant il fallait que ça soit à Singapour. Donc là, on peut revenir sur tout ça, tous ces égarements, on peut tout à fait revenir dessus. C'est ce qui est en train de se passer. Et comme aussi en parle Jérémy Rifkin quand il parle de la troisième ou quatrième révolution industrielle. Voilà, il faut se rendre compte que les choses sont en train de se produire. Alors,
quand vous, j'osais pas aller jusque-là, mais quand vous faites référence aux imprimantes 3D, et moi j'étais resté benoîtement à l'impression de bande dessinée, il y a quelques ouvrages de bande dessinée, si je les projette en 3D, là ça donne carrément le frisson. Parce que, mais un frisson d'excitation et d'envie, hein, parce qu'il y a quelques ouvrages, si on les imagine du passage de sage du papier en 2 dimensions à l'imprimante 3D, ça peut donner des choses assez extraordinaires. Bon, ça risque de coûter cher en matière première, par contre, hein. Mais en tout cas, bon, eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à ces questions, et puis ben, peut-être d'autres développements sur d'autres questions qui sont périphériques à ce tronc commun. Merci beaucoup, et puis à très bientôt, j'espère. Merci à vous.